Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Green White Checkered, c'est votre rendez-vous, le panorama complet des sports automobiles en manière internationale, hein, c'est bien ça qu'on veut vous dire. Il n'y a pas que la Formule 1 dans la vie. Et donc avec Maxime Potard, eh bien, nous allons aujourd'hui discuter Formule 1, forcément avec le Grand Prix de Belgique. En plus Maxime y était, ça tombe bien. On va revenir sur les 24 heures du Mans et on va se faire une page spéciale autre discipline, le GT3 et le Supercars. Est-ce que Maxime, tu m'entends bien et tu es bien là? Mais je suis bien là, LFB. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Afterlab cette semaine pour le deuxième épisode de cette deuxième saison. On continue à travers la fin de l'été avec, effectivement, tu l'as dit, un Grand Prix de Belgique où j'ai perdu beaucoup d'ego et de. Surtout, j'ai pris beaucoup d'eau. Ça, c'est surtout ça. L'expérience spectateur, j'ai hâte de vous en parler parce qu'elle était assez discutable, effectivement. Et puis, on va voir aussi ce qui s'est passé sportivement avec pas mal d'accidents qui ont animé tout ça. Et on reviendra peut-être aussi un petit peu sur les 24 heures du Mans. C'était il y a quelques Oui, temps, oui. mais malgré tout, il y a des choses à dire aussi. Voilà, alors avons-nous assisté à un Grand Prix des plus scandaleux de toute l'histoire de la Formule 1? Là aussi on va lancer le débat parce qu'évidemment les avis sont assez tranchés un petit peu partout et donc nous donnerons le nôtre bien sûr. Donc Maxime, allez, c'est la première partie, on agite le drapeau vert, la course est officiellement lancée et donc cet épisode 2 de la saison 2 de Green White Checkered commence tout de suite. Formule 1 donc au programme pour commencer ce numéro. Donc Maxime, effectivement, tu étais sur place, et là évidemment Dieu sait que ton témoignage va être important dans un premier temps. Je me permets juste de dire, à mon modeste niveau, que j'ai commis une erreur dans l'afterlap. Ah bah oui, tu vois, j'avoue les choses, ça arrive. Puisque j'ai dit que jamais la Formule 1 n'avait annulé un Grand Prix la veille de son déroulement, bah c'est faux. Et c'est même précisément à Spa Tout à que fait. c'est déjà arrivé, en 1985. Alors tu À cause n'étais du peut-être pas tarmac. encore... Eh oui, à cause de Voilà, donc l'asphalte qui ne supportait pas les chaleurs et les voitures. Et donc, ça a été un des premiers fiascos en Belgique. On n'en a pas eu énormément d'autres. Il y a eu un gros débat au début des années 70 sur la mise en place des rails pour les riverains le long de l'ancien circuit avant qu'on réduise de 13 à 7 km. Mais non, c'est vrai que là, ça en fait deux pour nous, hein, pour une fois que la Belgique a un peu plus de points que les autres. On va pas se plaindre, malheureusement. On n'en est pas fiers de ce Grand Prix. voilà, donc en juin 85 jusqu'au samedi soir, personne ne sait si le Grand Prix aura lieu le Ouais, lendemain, mais d'évidence, ça ne sera pas possible. Et effectivement, la décision tombe le samedi soir. On arrête tout et on se retrouve au mois de septembre. Et là, tout ça à s'est fait. bien passé. On avait remis le Grand Prix de Belgique entre Monza et Brands Hatch à l'époque. C'est vrai. Donc c'était possible à l'époque aussi de trouver des nouvelles dates. Mais on avait donc bien annulé ce Grand Prix. Donc effectivement, j'ai fait une petite erreur dans l'afterlap parce que je croyais que la Formule 1, et ça faisait partie du débat, n'avait jamais annulé un Grand Prix et n'avait pas voulu le faire cette année. Or non, c'est quand même déjà arrivé. Et puis je me souviens très bien, Maxime, qu'il n'y a pas si longtemps, le Grand Prix du Japon, on avait modifié l'heure aussi. Hein, Tout à fait. on avait fait les qualifs le dimanche matin et on avait modifié l'heure du Grand Prix. Donc ça veut bien dire qu'il y avait peut-être des solutions possibles. Bon. Oui, on se rappelle au niveau des annulations aussi en 75, il y a eu Montjuïc, je pense, à Madrid, qui a été annulé. Alors, pas sûr de l'année, mais il y a eu des soucis aussi. Une annulation dans les années 2010. Il y a eu le fameux Grand Prix de Malaisie 2009 qui a fait un quart de sa distance avant d'être annulé. Mais bon, on a couru un petit peu. Donc, la naissance de certaines règles qui sont discutables de si on fait 3 tours, on peut attribuer la moitié des points. Si on fait 75% de la distance, on peut attribuer pleine quantité de points à chaque pilote. Donc, voilà, la discipline a évolué, mais on voit que face aux éléments, on ne peut pas non plus envoyer des gens à Ouais. la mort, parlons français, hein, surtout avec ce Hmm. qui s'est passé ces derniers mois. Bon, alors tu étais dans les tribunes. Oui, Hein. oui, Comment s'est passé ton dimanche alors? Comment tu l'as vécu? Alors, je suis arrivé samedi matin. Alors, sachez que j'avais une place bronze, c'est-à-dire aucun accès en tribune, mais je pouvais balader sur l'entièreté du circuit. Donc ça, c'est plutôt cool. Sauf que à Spa-Francorchamps, quand il fait ce temps-là, on n'est pas loin de Silverstone au niveau des grandes pluies, tu vois. Donc les champs qui nous servaient de parking ont été catastrophiques. Il y a eu des embrayages de brûlés, il y a eu des gens qui ont arraché des pare-chocs. Enfin, ça a été vraiment terrible d'arriver. Moi, j'ai dû être poussé par mes copains pour arriver dans le camping, même pas pour partir. Donc, ça annonçait déjà du bon. Une fois sur le circuit, évidemment, de la boue jusqu'aux chevilles, s'y passe jusqu'aux genoux, et une pluie qui est une bruine non-stop, donc qui est parfois un peu plus intense ou moins. Donc, tu ouvres, tu fermes le parapluie, mais bon, à part avoir froid, tu ne vois pas grand-chose. Beaucoup de gens. Énormément, je crois qu'on était à quelque chose comme 99,9% de Néerlandais qui étaient là pour soutenir l'ami Supermax. Euh, Globalement, l'expérience est la même que celle de mon dernier Grand Prix à Spa, c'était en 2012, c'est-à-dire que les infrastructures sont correctes, il n'y a pas
pas de problème à ce niveau-là. Par contre, au niveau du spectacle et de la gestion, on est dans une autre génération. C'est là que, quand on voit, donc ce week-end, il y avait la Formule 3, il y avait la Porsche Super Cup et il y avait la W Series, cette série féminine, qui prenait place à Spa, pas de Formule 2. Et c'est vrai que quand on y pense, la situation au niveau de la météo a permis à toutes les disciplines de rouler sans un drapeau rouge, sans interruption. Seul le Grand Prix a été touché. Et pour être allé vraiment devant le Raidillon en tribune toute la journée de dimanche, puisque c'est là qu'on s'est posé dans les tribunes du circuit de rallycross, pour voir le Raidillon et l'écran à côté, c'était pas mal. C'était un des beaux endroits du circuit quand on n'a pas de ticket de tribune. On a vu la Porsche Cup, on a vu que effectivement en F3 il y en a qui passaient de Raidillon très très limite au niveau de l'adhérence. On a eu un tête à queue de Larry Tenvoord en Porsche Cup au moment du départ qui nous a rappelé Alessandro Pierguidi au départ des 24 heures avec la Ferrari SMP qui nous fait au départ un tête à queue magistral sans toucher personne il y a quelques années. Donc on s'est fait peur pendant le week-end. Et on s'est surtout fait peur en W Series. Il y a eu un énormissime carton qui impliquait 5 monoplaces. Heureusement, toutes les pilotes s'en sont bien sortis. Même Bitske Visser, la néerlandaise, qui a pourtant pris sur le casque vraiment très très cher. On a eu peur tout au long du week-end puisque samedi, rebelote. La qualif avec ce message de Vettel qui dit à la radio: ne mettez pas les voitures en piste, drapeau rouge, c'est pas roulable, c'est dangereux. 5 secondes après, Norris se pulvérise en haut du Raidillon. Heureusement, encore une fois, sans gros dégâts. Donc voilà, on a eu plusieurs alertes pendant le week-end. Sur les réseaux sociaux, ça commençait aussi à jaser en disant: est-ce que Michael Masi va porter entre guillemets ses attributs et dire non, je ne fais pas rouler parce que c'est dangereux? Si oui, quelle solution? On y pensait déjà le samedi et le dimanche matin. Donc voilà. Ensuite, via la course, bon, la procédure a lieu normalement. Les tours de mise en grille sont corrects. Verstappen, évidemment, en tête, dit: moi, je vois très très bien, donc pas de souci, les gars, j'ai la vue libre. Sauf que derrière, Russell qui est des deuxièmes, on en reparlera de ça aussi, mais la voiture qui était juste derrière, on ne voyait absolument rien. Perez se plante au tour de formation, ça aussi. Donc voilà, donc plein de petits indices, tu vois, de petites cases cochées de il faudrait mieux pas rouler pour pas forcer le destin. Forcer le destin en F1, on l'a fait dans le passé, on en a malheureusement payé les conséquences. Donc je pense que en tant que spectateur, c'est une catastrophe. Mais est-ce que toi, à 15h, tu te doutais que ça pouvait pas le faire? Alors, je vais être très honnête, j'avais des amis avec moi qui se sont levés à 15h30, qui ont dit: bon, nous on va au camping, on évite la foule, on se barre maintenant parce que c'est foutu. Et effectivement, pour avoir suivi des Grands Prix du Canada 2011, des Grands Prix de Malaisie, des Grands Prix dans des pays un peu plus soumis à la pluie, jamais Francorchamps n'aurait pu repartir ce dimanche. Pour moi, c'était évident. Alors, cette règle des 3 heures, la fameuse règle qui a été modifiée depuis le Canada 2011, où justement on n'a plus 4 heures entre le tour de formation et le drapeau à damier, mais plus que 3. Oui, mais sauf que tu as vu qu'elle a été amendée ce dimanche, puisque finalement ils ont arrêté pour cause de force majeure, comme ils disent, et qu'on a bien attendu plus de 3 heures quand même. Bon, donc en fait, l'organisation dans ce cas-là se ridiculise. C'est-à-dire qu'ils ont un règlement qu'ils n'appliquent pas, parce qu'ils ont peur de l'appliquer vis-à-vis du public. Moi, si j'étais resté 1 heure en moins en tribune, j'aurais pas été plus déçu, surtout si on m'avait annoncé autre chose. D'autant plus que ce qui a été décidé, pour moi, est la bonne décision. Il ne fallait pas rouler pour les pilotes, parce qu'avant tout, c'est eux qui comptent. On est d'accord, oui. Maintenant, voir Hamilton qui, en sortant, dit au micro ce Grand Prix est une blague, on ne devrait pas attribuer de points, et surtout, faudrait rembourser les gens. Et c'est pas la F1 qui rembourse les gens. Eh oui. Mais oui, mais alors justement, c'est la question que je voulais te poser. T'es concerné? Tu peux être concerné par un remboursement? On vous a dit quelque chose? Ça en est où cette histoire? Alors, pour l'instant, il n'y a absolument aucune sortie qui a été faite par Spa Grand Prix, qui est l'organisateur, le promoteur de l'événement, si ce n'est nous inviter à acheter nos billets pour 2022, le lendemain du Grand Prix, ce qui était un petit peu petit culot quand même de la part de Spa Grand Prix. Effectivement. Non, pour l'instant, il n'y a aucune démarche, il n'y a aucune action justice faite par des groupes de supporters ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, je conçois que quelqu'un comme moi qui a payé une place 200 € pour être en bronze, pour le coup, ça fait mal, parce que 200 € c'est cher, vraiment. Maintenant, il y a des gens qui ont payé 3, 4, 5, 600 €. Des campings, les campings où à la fin de la journée, il y avait un tracteur qui était là pour sortir des centaines et des dizaines de milliers de voitures, sans exagérer, sans faire mon Marseillais, mais il y avait énormément de voitures. Donc, faut-il rembourser les gens? Moi, je suis dans le cas où, effectivement, j'ai la chance de ne pas avoir payé mon ticket. J'avais un ticket guest, donc moi, ça ne me concerne pas. Maintenant, si je me mets 2 secondes à la place de celui qui a payé 250 balles pour venir s'asseoir 5 heures sous la pluie et ne rien voir, parce qu'effectivement, c'est pas la Formule 3 et la Porsche Super Cup aussi intéressantes sur ces disciplines qui vont faire que j'ai justifié le prix d'un Grand Prix de Formule 1 qui est un événement unique dans l'année. Donc, moi, effectivement, un remboursement serait dramatique. Pourquoi? Je m'explique. Il faut rembourser les gens qui le demandent. Ou offrir une compensation pour éventuellement l'année prochaine. C'est ce qui s'est passé aux 24 heures de Francorchamps. Il fallait plus de tests PCR. Les gens qui en ont fait un payant avaient 50% sur le ticket de l'année prochaine ou un ticket gratuit
pour les 24 heures 2022. Ça, je trouve que c'est une bonne... encore une fois, SRO a bien réagi à ce niveau-là. Par contre, Spa Grand Prix, donc, qui est le promoteur, n'a rien à voir avec la Formule 1. Eux, ils payent pour que le plateau vienne, hein, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, la particularité du circuit de Spa-Francorchamps comparé à d'autres, c'est que ce n'est pas privé. C'est la région wallonne, la province, si vous voulez, je sais pas comment, la France, le département, on peut dire ça, qui gère en grande partie le circuit. C'est pour ça qu'il y a un collège communal, un collège de mairie qui s'occupe effectivement de décider qui sera le prochain président suite au décès de Madame Maillet, etc., etc., etc. Donc tout est décidé avec les impôts des gens en grande partie et avec des décideurs politiques. Le problème, c'est que là, si on rembourse, c'est une catastrophe. Pour la commune, pour la région, pour la province, c'est une catastrophe financière. Déjà l'année passée, il n'y avait pas de public. Donc il a fallu payer le plateau sans qu'il y ait de remboursement, de recettes de billets. Cette année, il y a la recette de billets, mais il n'y a pas eu de spectacle. Alors est-ce qu'on fait un partout balle au centre et on passe à autre chose? Je pense que c'est ce qui va se passer. Maintenant, je comprends que des gens soient énervés, mais la philosophie belge en général fait que c'est pas grave, on a quand même vu des Porsche. Tu vois un peu ce côté. Voilà, nous c'est jamais. Tu vois, on fait 4e à la Coupe du Monde, on s'est quand même bien débrouillé, on est en demi-finale. C'est pas une catastrophe parce qu'on n'est pas champion du monde. Tu vois un peu l'idée? C'est un petit peu cette mentalité-là qui prédomine. Maintenant, ce que j'avais mis sur mes réseaux sociaux, c'est ce que je retiendrai moi de ce week-end, c'est pas d'avoir vu 3 feux rouges clignoter dans le Rédillon sous une marée d'eau, c'est surtout l'entraide avec les gens, la fan zone qui était sympa, les rencontres, la fête aussi dans les campings. Donc tout ce qu'il y avait autour du Grand Prix, autour du sport, fait que je regrette pas trop d'y être allé, si ce n'est d'avoir effectivement ruiné une paire de chaussures et un petit peu fait fumer mon différentiel et mon embrayage comme beaucoup de gens. Donc voilà, j'ai pas genre 500 € de garagiste à mettre derrière pour récupérer. Donc les gens qui ont peu de budget, qui ont mis 200 € et qui demandent un remboursement devraient être remboursés, mais ce serait une catastrophe pour l'organisation. Mais je trouverais ça malgré tout normal. Donc je rejoins Hamilton et Jean Todt sur leur idée. Ouais. Bon, alors j'ai envie de prendre un petit peu dans l'ordre tous les faits marquants de ce week-end. Et puis on va pas pouvoir on va pas pouvoir quand même faire un débat à chaque fois. J'ai envie de te dire, est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Je lance comment dirais-je, l'idée générale, puis tu me dis si tu es d'accord ou pas d'accord et t'argumentes légèrement. Bon, si je reviens à samedi, parce que globalement on va revenir qu'à samedi, la qualif, ça a été le grand moment de ce week-end finalement, et c'est vrai que ça a été plutôt intense et on a assez vibré. Masi maintenant dit, Michael Masi bien sûr, directeur de course, qu'il n'aurait pas fallu lancer la Q3. Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord? Alors, sans prendre le passif du Grand Prix qui a eu lieu derrière, je suis pas d'accord. Il fallait essayer d'y aller et d'attendre le retour des pilotes. Ce qui s'est passé, Vettel a dit stop. Il a fallu qu'il y ait eu un crash, mais pour le même prix, si 3-4 pilotes commencent à se plaindre à la radio, on arrête comme on a fait pour le Grand Prix. Donc, fallait la lancer. Oui, que les pilotes, eux, décident si oui ou non c'était roulable. Donc, je pense qu'il fallait la lancer. Ok, je suis à peu près d'accord. Après tout, la dégradation des conditions météo, ça fait partie du jeu. On n'avait pas le sentiment non plus d'être dans une mousson de dingue. Bon, cela étant, moi je pense que Norris, on sentait venir quand même le crash. On trouve tous, et Tristan Gomandi était d'accord avec moi dans l'Afterlap, que Norris en faisait un peu trop. Il était génial, hein, on est d'accord, mais oh là là, tu sentais quand même que là, il s'enflammait un peu trop. Est-ce que tu as eu aussi ce sentiment ? Et j'ai le sentiment qu'il pouvait faire quelque chose, et on attend de Norris qu'il fasse quelque chose depuis le début de la saison. Il l'a fait avec ses quelques podiums et félicitations pour lui. Moi je pense que Norris n'en a pas fait trop, il a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire y aller à fond et profiter d'une occasion de faire briller McLaren comme Ricciardo qui a parfaitement réussi sans se cracher en se mettant 4ème. Donc non, je ne peux pas reprocher à Norris d'y être allé trop fort, ça reste la jeunesse, ça reste une erreur de jeunesse. Maintenant, voilà, je pense qu'il ne le paye pas trop cher si ce n'est le châssis de sa voiture. Bon, il était sur la corde raide, on va dire ça. On sentait que soit c'était une pole exceptionnelle, soit ça pouvait. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, je dirais même qu'il a été brillant. Oui. Mais effectivement, le pari n'a pas fonctionné. On est bien d'accord. Bon, moi j'ai envie de dire, la pole de Verstappen, je l'ai trouvé extraordinaire parce que il nous fait quand même un chrono dans son dernier tour qu'il fallait aller faire. Et effectivement, Russell nous fait une performance de dingue. Alors Russell qui est juste plus rapide dans 2 secteurs du circuit, le double gauche, 10 km/h plus vite, et le raidillon. Là aussi où il prend, il lève pas en fait. Là où les autres ont dû lever, lui n'a pas dû lever. Alors est-ce qu'il y avait un peu moins d'eau? Est-ce que la Williams c'était plus en réglage pluie? C'est vrai qu'on s'attendait à une météo plus clémente le dimanche, contrairement à ce qu'on a eu. Hein. C'était annoncé que ce soit un peu plus clair. Donc peut-être que Verstappen et Hamilton se sont dit on va mettre des réglages peut-être un peu mixtes, un peu moins full pluie. Là où la Williams s'est dit bon les gars, si on doit faire quelque chose, c'est aujourd'hui. On met du full wet et on y va à fond avec ce qu'il fallait. Donc peut-être que Russell était plus confortable dans les sections difficiles du circuit, à savoir justement Blanchimont, le double gauche et surtout le raidillon. Donc quand on voit le tour de Russell, il n'a pas l'air non plus de, comme on dit, de tartiner, de se battre avec la voiture. Donc
bravo Russell, parce que... Alors, est-ce que Russell a vraiment le talent exceptionnel qu'on lui porte, ou est-ce que la Williams devient une bonne voiture? Je pense que sur cette deuxième moitié de saison, on peut un peu plus remercier la Williams d'être une bonne voiture qui évolue en milieu de peloton, plutôt vraiment que le talent de Russell. Alors, il fallait sortir le chrono, hein, on se comprend parfaitement, mais je pense que cette fois-ci, la voiture l'a plutôt aidé que pénalisé. Oui, oui, d'ailleurs, je pense que Latifi, c'est aussi un signe que la Williams s'améliore. Oui, Latifi, on ne lui veut rien de mal. Tout le monde sait que c'est pas effectivement un futur champion du monde, mais c'est quand même un pilote que tout le monde apprécie, on va dire ça comme ça. tout à fait. Et là, ça fait 2 fois qu'il est dans le top 10 aussi, finalement, à l'arrivée, bon, avec ce qui s'est passé le lendemain, mais quand même, il est pas largué complètement et il arrive aussi à se mettre en évidence. Donc je pense que c'est la preuve que chez Williams, ça va effectivement beaucoup mieux. Mais Russell, là, nous fait un truc. Si on avait voulu un symbole, Maxime, qu'effectivement Russell, eh bien, le futur pilote Mercedes et Bottas, eh bien, un futur ex-pilote Mercedes, là, on pouvait pas trouver mieux ce week-end. Hein. En tout cas, si Toto Wolff n'avait pas encore signé le contrat, je pense que le mail est parti dimanche matin dans la boîte mail de Russell. Non, sérieusement, Russell qui, pour son pédigré, a fait énormément ce week-end en Belgique et il a peut-être effacé les derniers doutes que l'on avait quant à ses compétences et quant à sa volonté, sa hargne d'aller chez Mercedes. Je pense effectivement que Mercedes ne veut pas larguer Bottas comme une vieille chaussette parce qu'on leur a assez reproché avec Stoffel Van Dorn par exemple ou avec Esteban Ocon d'ailleurs à juste titre. Donc je pense que replacer Bottas est la priorité pour Mercedes avant de faire venir Russell parce qu'au pire on garde Bottas et c'est très bien comme ça. Donc Mercedes n'avait pas à se précipiter si ce n'est que voilà, Russell a montré un petit peu son impatience au début de l'été. Donc voilà. Pour le coup, Russell effectivement a fait, a comblé peut-être les dernières cases de ce qu'il fallait faire pour être chez Mercedes l'année prochaine. Et je crois même que c'est déjà fait, sincèrement. Ouais. Bah oui, on est tous en train d'attendre cette officialisation. On peut pas. J'avoue que ce serait quand même une surprise incroyable si on apprenait que Bottas est conservé chez Mercedes. Là, mais ça amène aussi une silly season un peu tardive, parce que souvent c'est avant Francorchamps, mais là on est en train de remettre en question les deux paquets Williams, les deux paquets de chez Alfa Romeo, parce qu'on parle d'Alexander Albon, on parle de Nick de Vries, on parle donc de Bottas, on parle de plein de pilotes qui pourraient venir remettre un petit peu leur place dans l'échiquier, leur pion. On parle du fait que Williams pourrait devenir une écurie cliente de Honda, donc de Red Bull, et surtout qu'Alfa Romeo pourrait être motorisé par Mercedes d'ici 3 ans. Tout ça, c'est des rumeurs, évidemment, il y en a une toutes les semaines, mais force est de constater que c'est pas si illogique et que ça se goupillerait pas mal, je pense. Après, il faudra s'habituer à voir Bottas en rouge, et ça va faire bizarre aussi. Voilà. Bon, et puis allez, on continue notre petit tour d'horizon par rapport à ce week-end. On passe au dimanche. Alors, bon, moi, dans un premier temps, j'ai été surpris. Alors, c'est vrai qu'il faudrait que je revoie exactement le règlement. Peut-être que je me trompe. Mais quand, en Italie 2008, quand Vettel gagne son premier Grand Prix avec Toro Rosso, on part bien sous safety car dans ce Grand Prix d'Italie. Et le classement compte dès le début. Moi, je comprends pas pourquoi à 15h20, lorsqu'on lance, pourquoi c'est pas parti officiellement, quitte à mettre le drapeau rouge 2 tours plus tard. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, parce que tout le monde disait c'est pas possible. Mais globalement, la course aurait pu commencer. On aurait déjà eu 2 tours au compteur. Enfin, je veux dire, je vois pas en quoi c'est bien. Et d'ailleurs, quand on va parler du Mans dans quelques instants, c'est exactement ce qui se passe au Mans. Au Mans, on part sous safety car, la course est partie. Non mais je te rassure, c'est ce qui se passe tout le temps. Dès qu'une course démarre sous safety car, le premier tour, c'est le premier tour de course. Bah oui. Alors là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment. Je sais pas pourquoi. Là, c'est 2 tours de repérage, comme ça, gratuit. Bon, bah ça, j'ai pas compris. Et effectivement, on en arrive à une situation où 3 heures plus tard, on refait globalement la même histoire. Sauf que là, effectivement, on dit ah bah là ça compte. Donc effectivement, c'est vrai que là, on a le sentiment que ça n'a pas été bien géré, quoi. Mais même les pilotes ne voulaient plus repartir, parce qu'il faut savoir que tu dis plus tard on repart. On est quand même reparti plus de 3 heures après. Enfin, quasiment 3 heures après, hein, pour oui, le coup. Non, un peu plus même. Oui, enfin 3 heures, allez, oui. On est reparti dans des conditions qui étaient identiques. On a redemandé aux pilotes de remonter en voiture, même pour un tour de formation, même pour un tour derrière la safety car. Ils sont repartis derrière le volant parce qu'ils se disent ouais, mais moi, Verstappen, j'ai des points à prendre sur Hamilton. Russell, j'ai mon premier podium, enfin, il est arrivé. Latifi, il y a des points aussi. McLaren en a besoin aussi. Donc tout le monde s'y retrouvait un petit peu, à part effectivement Perez qui est parti des stands. Perez ne peut pas. Enfin, Perez se plante.
il peut pas prendre le départ. On répare la voiture et le départ est donné et la course est annulée. Donc bravo mes cadeaux de Mercedes, de Red Bull, qui ont manifestement déjà réglé la voiture pour Zandvoort. Mais ça a été non, ça a été un fiasco et surtout c'est le règlement qui est à revoir parce que des conditions comme cela, quand bien même on les mentionne comme extrêmes et du coup nouvelle carte, c'est extrême, on peut faire ce qu'on veut, on oublie tout le règlement, ça fait pas sérieux. Et la FIA peut pas se permettre de se dire, sous prétexte que les conditions sont vraiment pas habituelles, on fait ce qu'on a envie, on repousse, on arrête le chrono à 1 heure, lui il peut revenir en course, lui il peut pas, c'était pas la course, c'était un tour de formation. Oh là là, quel bordel, désolé pour le terme, mais quel bordel sans précédent. Autant on savait qu'il y avait un problème à Indianapolis, on savait qu'il y avait un problème de météo aussi, en Malaisie ou même pour moi les conditions étaient identiques à ce qu'on avait à Monza en 2008 sauf que les pneus savent pas tenir, Pirelli sait pas faire de pneus et surtout pas des pneus on a un raidillon qui pose problème et on a 2 accidents qui ont eu lieu ces 48 dernières heures et un pilote qui est décédé 2 ans auparavant. Donc là faut pas oublier ce contexte un peu extra sportif. Là, tous ceux qui sur les réseaux sociaux disent on n'a plus de couilles, là aussi pardonnez-moi l'expression, il fallait y aller, c'est ça. Non, là, les pilotes ne savent plus mourir. Comment tu peux entendre ça aujourd'hui? Je suis désolé, c'est les mêmes personnes qui vont pleurer quand il y a un drame. C'est ridicule. On est obligé de tenir compte d'un contexte un peu peut-être de sécurité un peu exagéré peut-être, mais là je suis désolé, il y a un contexte qui fait qu'on ne peut pas lancer les pilotes à l'assaut de ce Grand Prix de Belgique. Ce qui est dramatique, c'est que tu as raison, mais ce qui est dramatique, c'est que parfois on a récemment eu des expériences comme en Turquie avec la Q2 qui est lancée alors qu'il y a une grue sur la piste. Ça, c'est des conneries qui sont évitables juste parce qu'on prend 5 minutes en plus et que ça ne coûte rien, alors qu'on est parfois trop prudent pour des choses où on pourrait essayer, mais après tout, la décision finale, elle a beau être à Michael Masi, elle est d'abord celle des pilotes. Je suis désolé, si on écoute le leader et qu'on fait une règle où on dit c'est le leader qui décide si on lance ou pas, Verstappen il est parti, il va faire son Grand Prix de Belgique, une fois que la safety car est plus là, lui il roule. Mais derrière c'est un carnage. On a des souvenirs de ce qui a pu se passer au Grand Prix de Belgique en 98. Heureusement, il ne s'est rien passé de mal, mais entre les accidents, avec Coulthard et Schumacher, avec Takagi et Fisichella, on était dans des situations identiques. Donc, on a un passif, on a une expérience, on a vécu des drames, on a perdu des pilotes. On ne peut plus se permettre de se dire advienne que pourra. Ça n'est plus acceptable aujourd'hui avec les mœurs, avec la sécurité. Quand bien même, on a lancé les W Series, il pleuvait pas exceptionnellement, elles ont glissé sur de l'huile au pied du raidillon. Les 5 voitures se pulvérisent une à une. Bitske-Viseur qui est sur le toit, s'il n'y a pas le halo, on n'en parle plus de la pilote néerlandaise. Donc faut pas oublier non plus que c'est dangereux, c'est risqué. On prend pas de risques inutiles, mais il faut parfois ne pas en faire de trop. Mais la juste valeur, qu'est-ce qu'elle est difficile à trouver aujourd'hui? Quelle est difficile. Bon. En tout cas, pour moi, le juste, on était d'accord que c'était pas possible. Ça, on est d'accord. Du coup, moi, et que non, on peut pas envoyer les pilotes, ça, voilà, le débat est clos. Non, à 18h, moi, honnêtement, qu'est-ce que je pensais sincèrement, je vous le dis, on arrête, c'est pas possible, ça le fera pas. Donc, on arrête, le Grand Prix est annulé, parce que c'est le cas de figure qui se présente en ce jour. Voilà, dans l'histoire de la Formule 1, ce sera arrivé. On a tout essayé, c'est pas possible. On annule, pas de points évidemment. Si on m'avait dit qu'une demi-heure plus tard, on repartirait sur le circuit et qu'effectivement, on attribuerait des points pour les 10 premiers, c'est vrai que je l'aurais pas cru. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que là, cette notion d'attribuer des points, personne ne peut la comprendre. Une option qui était envisageable et qui n'est pas possible dû au calendrier, c'est que si on roulait le lundi, impossible d'être prêt pour Zandvoort. Sinon, au pire, lundi était une solution. Et lundi, la météo était un peu plus clémente, même si ce n'était pas exceptionnel, ça aurait été parfaitement roulable. Maintenant, l'attribution des points, pour revenir à ta question. Fallait-il considérer ça comme un Grand Prix? Non. Et fallait-il attribuer des points? Non. Et quand bien même je puisse supporter Max Verstappen, McLaren et tous ceux qui ont un petit peu gagné dans l'affaire, non. Ce trophée, c'est sans doute le trophée Alors c'est horrible de dire ça, parce que moi j'ai jamais démarré une fin de ma vie, mais peut-être le moins mérité de l'histoire, je ne sais pas, en tout cas le moins justifié, ça c'est certain. Quand tu vois au carré interview Verstappen qui est en train de débriefer et que t'as Alonso qui arrive qui lui fait super pilotage, franchement, t'as assuré aujourd'hui, incroyable. Oui, l'ironie est marrante parce que c'est Alonso, mais quand bien même, moi je suis Verstappen, faire un podium déjà, faire un podium pour le public. Quand bien même il n'y a pas de mort ou de passif, la dignité aurait peut-être juste voulu que on arrête, on ne fait pas de course, pas de podium, rien. Alors maintenant, il y a d'autres choses qui viennent aussi rentrer en jeu, c'est qu'effectivement, on en a parlé lors du dernier épisode de Green White Checkered, l'intérêt pour Verstappen de dominer ses 3 prochains Grands Prix pour la fin de saison. Il devait absolument gagner Spa. Il l'a gagné sans courir, finalement. Il prend pas les points qu'il devait prendre pour se rapprocher d'Hamilton, il en reprend que 5 finalement. Mais maintenant, est-ce que ça va changer en fin de saison ces 5 points?
Est-ce que ce Grand Prix de oui. Belgique va être peut-être décisif si à la fin on se retrouve avec 102 et 108 points. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'à la fin Oui, l'écart va être aussi justifié? Alors s'il est plus grand que les points gagnés à Spa, d'accord. Si pas, ça risque de faire de nouveau polémique. Non, mais c'est sûr que pour eux, c'est une bonne opération dans la mesure, effectivement, récupérer 12 points et demi et reprendre des points à Hamilton, c'est un peu inespéré compte tenu des conditions. C'est-à-dire que si on est fan de Verstappen, bah, on aurait été super déçu qu'il n'y ait pas de points attribués parce qu'il avait fait la pole et qu'il avait tout pour gagner ce Grand Prix. Fan de Russell aussi. Force est de constater. Oui, voilà. Donc là, bon. Non, mais là, faut être honnête, l'attribution des points, elle se justifie pas par rapport à 5 tours derrière un safety car, sans avoir eu conscience même que la course avait vraiment commencé, puisque j'en reviens à ce problème. Oui. On a le sentiment que c'était que des tours pour voir. Donc, c'est ça. On nous aurait déclenché le chrono, à la rigueur, j'aurais peut-être un peu plus compris. Mais là, on a le sentiment que c'était vraiment des tours de repérage, de formation, qui ne comptent pas. Donc après, ça compte pas, voilà, c'est tout. On en revient à ce problème. Mais la Medical Car a fait plus de tours dimanche. C'est ça qui est dramatique. Oui, c'est ça. Après, puis, c'est vrai, n'oublions pas qu'il y a 50 à 60 000 spectateurs néerlandais qui étaient là. Si Verstappen ne gagne pas, je sais pas si c'était pas pour, entre guillemets, garder l'église au milieu du village et garder tout le monde calme. Parce que si on annule et qu'il n'y a pas de course et qu'on dit que Verstappen n'est pas vainqueur, malgré qu'il ait fait la pole, etc., franchement... Voilà. C'était risqué peut-être. C'est idiot aussi pour ceux qui sont 12, 13e sur la grille. Bah, effectivement, a priori, on leur interdit de marquer des points. Alors, je sais bien que, après tout le monde, dans ces conditions, peut perdre sa voiture à tout moment. Bien sûr. Peut-être qu'effectivement, Ricciardo, je dis n'importe quoi, aurait pu perdre le contrôle de sa McLaren dans le premier tour de formation. Et effectivement, le classement, aurait pu évoluer. Donc là, faut pas dire que il pouvait rien se passer. Non, ça je pense pas à la rigueur. Il pouvait se passer des choses, mais il se trouve qu'il s'est pas passé des choses. Il s'est pas passé, ils étaient lents derrière le safety car. Tout le monde a tenu sa voiture. Et effectivement, Alonso, qui était 11e sur la grille, ne pouvait pas marquer de points. Donc de fait, c'est vrai que c'était complètement idiot cette décision. Bon, t'as vu qu'il parle pour enchaîner, pour conclure. Il va y avoir une réunion d'ici un mois. Jean Todt l'a confirmé par un tweet pour qu'on remette tout ça à plat. On peut s'attendre effectivement à une sorte de refonte quand même de ce système des 2 tours, des 75%, des 25%. Bon, il va falloir faire quelque chose, ça, de toute façon. Maintenant, je ne sais pas trop ce qu'on va décider, mais je crois qu'on ne peut plus justifier le fait que si la course n'est pas officiellement partie... à un moment donné, non, il ne peut pas y avoir 2 points. Enfin, ça me semble être évident. Là, ça va faire jurisprudence. On est d'accord. Il y a vraiment, il y a des anciennes entités, des choses qui traînent d'une autre époque qui doivent être faites. Je pense. C'est comme au tout début, les premières safety cars qui sont sorties dans les années fin 70 au Canada, je pense. Et surtout, moi, je me rappelle du Brésil. Alors, Brésil 93, Senna-Prost, quand il y a le déluge absolument incroyable, où même Senna se sort devant les tribunes d'ailleurs. Et on sort le PS car à l'époque, le safety car. Quand tu vois comment c'est géré. Au niveau du règlement, il y a un cratère de choses qui ne sont pas... Qu'est-ce qu'on fait? On peut rentrer, pas rentrer, on fait ci, on fait ça, les pneus, les cils. Qui est leader? Est-ce qu'on fait addition du temps des 2 manches? C'était n'importe quoi. Et effectivement, il y a eu une refonte avec le GPDA et ça a été remis en place à partir de 94. Maintenant, est-ce qu'on est de nouveau dans cette phase-là, je pense, et on va arriver à un nouveau cycle et c'est très bien. Ouais. C'est vrai, n'oublions pas, tu le cycle, les Grands Prix en 2 manches, interrompus pour cause de force majeure. Moi, j'étais au Grand Prix sur place du Japon 94. Ah oui, celui-là, oui. Donc je peux témoigner qu'il y avait, alors on parle des fois de neige, peut-être pas, c'est une sorte de tempête de grêle, voilà, mais enfin je te cache pas qu'effectivement on a l'impression d'être en Sibérie, et puis c'est inconduisible, effectivement, la course est arrêtée et on repart, je sais plus combien de temps après, moi je me souviens plus là, à ce niveau-là, mais bref. 2 heures, presque 2 heures. Et on additionne, tu sais, les temps avec les cartes qu'on maintient, il y a tout un suspense, bon... oui, j'avais cité ça comme étant la plus belle victoire de Damon Hill à l'époque. Oui, je suis d'accord, parce que là, ce jour-là, pour aller dompter les éléments, comme on dit, fallait être un futur champion du monde, ce qui était bien Damon Hill. Bon. Donc oui, il y a plusieurs façons aussi de gérer un peu une situation exceptionnelle, car effectivement, c'était une situation exceptionnelle. Mais enfin bon, nous sommes tous d'accord pour dire qu'on en arrive quand même à une conclusion qui ne satisfait personne, même si la décision de ne pas courir était la bonne, donc là on va l'assumer tous, mais voilà, on a le sentiment que la Formule 1 c'est créé elle-même un problème insoluble et a très mal géré la situation. Donc il va être temps, si on fait juste une petite prospective, de repartir sur des bases qu'on espère même exceptionnelles. Ce Grand Prix des Pays-Bas, Zandvoort,
avec tout le soutien qu'il va y avoir autour de Max Verstappen. Si déjà moi en Autriche, tu le sais, ça m'a fait vibrer de voir ces tribunes entières en orange mettre une ambiance de dingue. Mais qu'est-ce que ça va être ce week-end? Ça va être fabuleux, et surtout sur un circuit qui est un peu légendaire dans l'histoire de la F1, avec 2 virages relevés, hein, j'ai bien compris, il y en a 2 maintenant. Ouais, non, là il y a quelque chose qui fait qu'on est très impatient de voir ça. Alors, on revient depuis 1985, ça date à Zandvoort. C'est vrai que la piste est assez exceptionnelle, il faut le dire. Vous avez sans doute vu sur Twitter les dernières images des infrastructures, les tribunes montées. L'aspect général de la piste est magnifique. On dirait vraiment un Grand Prix qui va se tenir dans un circuit construit il y a moins de 5 ans. Enfin, franchement, des travaux qui devaient être faits, on le rappelle, entre l'intersaison 2019 et 2020 sur 3 mois, qui ont été tenus avec des meilleurs accès pour le public, qui va être extrêmement nombreux, tu l'as dit. Moi, je vois ça comme une arène de football. Alors, effectivement, on a effectivement le Grand Prix du Mexique avec ce stade de baseball. Je pense que là, on n'est pas prêt, LFB, à des photos. Je pense que si on se voit pour débriefer la tournée Canada-Monza dans 2 semaines, Zandvoort, pardon. Zandvoort, pourquoi le Canada? Zandvoort et Monza. Je pense qu'on va avoir droit à des photos exceptionnelles en tribune, des marées humaines orange. J'ose espérer, pour revenir aussi vite fait sur Francorchamps, qu'il n'y aura pas de huée auprès de Lewis Hamilton, parce que je trouve ça honteux, quand bien même on n'apprécie pas un pilote. Tous ont été hués récemment, hein, que ce soit Rosberg ou Vettel ou les autres. Mais voilà. Globalement, j'ai un peu peur aussi de ce qui va s'y passer, parce qu'on sait les débordements possibles de ces fans de football, presque pas les hooligans parce que c'est excessif, mais tout de même très extrêmes que sont les supporters néerlandais. À voir, ça peut très bien se passer. Je suis peut-être de mauvaise langue, j'aurai sans doute tort d'ici 2 semaines, mais j'espère que tout se passera bien et qu'on ait un événement où ce ne soit pas Lewis qui gagne. Est-ce que tu as un pronostic peut-être? Est-ce que Max va dominer? C'est le seul pour l'instant à avoir roulé sur la piste avec une Formule 1. Oui. Non, c'est victoire obligatoire pour Verstappen, ça c'est sûr. Si jamais il devait même marquer 0, et alors en plus avec une victoire d'Hamilton, bon voilà, je crois que ce serait vraiment le tournant du championnat, mais non, il doit gagner chez lui. Et chaque année, on voit qu'il y a une valeur ajoutée à Hamilton à Silverstone. Il est effectivement transcendé, si j'emploie cette expression. Bon, je pense que là, Verstappen sera transcendé à Zandvoort, ça c'est sûr. Le 12e homme que tu évoquais il y a 2 semaines, hein. C'est ça, exactement. Tout à fait, voilà. Non, on a hâte de voir ça, et c'est vrai que pour la Formule 1, c'est peut-être mieux que ce soit tout de suite ce Grand Prix qui promet d'être peut-être le Grand Prix de l'année, qui arrive pour peut-être remettre un peu les choses à plat et faire oublier ce scandale, cette farce. Oui. Tu as vu tous les noms qui sont tombés sur la Formule 1, et effectivement, passer à autre chose et remettre un peu les pendules à l'heure. Voilà, allez Maxime, je te propose d'enchaîner. On va revenir maintenant sur ce qui est évidemment, comme toujours et à jamais, une des plus grandes courses automobiles de tous les temps et de chaque année. C'est les 24 heures du Mans. On va se faire un petit débrief dans la section White. Drapeau blanc agité, on revient, on est obligé quand même sur les 24 heures du Mans, qui ont eu lieu il y a une grande semaine maintenant. Alors Maxime, on était bien au mois d'août et pas au mois de septembre comme en 2020, il y a eu 50 000 spectateurs, tout le monde est d'accord pour dire que voilà, ça ressemblait quand même à quelque chose. Alors, il y a des similitudes maintenant, on s'en rend compte avec ce qui s'est passé à Spa en Formule 1. Oui, il y a bien eu de la pluie qui est tombée avant le départ et qui a un petit peu mis tout le bazar. Oui, comme toi, je suppose, je me faisais pas d'illusions connaissant Eduardo Freitas, et je dis ça sans même de la méchanceté. Non, c'est un bon directeur de course, non franchement. Oui, voilà. Oui, voilà. Donc, si on avait eu un départ sous safety car il y a quelques années, qui avait été trop long, tout le monde le sait, et on avait vraiment franchi la limite. Mais bon, là, c'était pas pour lancer les voitures normalement, alors que la situation était même encore pire, puisque là, il y avait vraiment une piste très très détrempée. Donc, le safety car, je crois que t'es comme moi, t'as pas eu de surprise, tu t'y attendais, évidemment qu'on allait partir sous safety car. Oui, pas usurper ce départ, hein. Franchement, le fait qu'on ait lancé ensuite les voitures comme un départ lancé, ce qui est un peu plus traditionnel au Mans, est moins choquant, mais je me rappelle effectivement de 2016, pour avoir été dans le paddock au moment du départ sous les trompes d'eau, c'était incomparable, je pense, avec ce qu'il y avait ce week-end, où c'était beaucoup plus gérable et roulable. Quand bien même, tu repars de notre ami Eduardo Freitas, je trouve que parmi les directeurs de course mis en place, il ferait du bien à la F1, quelqu'un comme ça, parce qu'il n'hésite pas à prendre les décisions avec une connaissance parfaite du règlement et dans toutes les situations, il réagit, je pense, bien. Je ne pense pas avoir vu un drame en WEC ou une erreur grave de sa part depuis quelques années. Donc, oui, d'ailleurs, je te signale Eduardo Freitas, pour finalement illustrer ce qui est un paradoxe, et là on parle vraiment entre spécialistes, on lui a reproché évidemment ces 50 minutes sous safety car en 2016 au départ du Mans,
qui effectivement à la fin devenait un peu grotesque. Là, il fallait quand même pas exagérer. Évidemment qu'on pouvait rouler dans ces conditions. Vous voyez le soleil, la piste était un peu humide. Bon, ça a été trop long, ça c'est sûr. Mais Eduardo Freitas est aussi celui qui, en 2000... Alors écoute, c'est une des dernières courses que j'ai commentées pour Motors TV, donc je pense que c'est 2018, qui à Spa, toujours, laisse les pilotes rouler sous la neige. Ça aussi. Là, je me souviens de petites tempêtes de neige à Spa, en wake. Et la course, à un moment donné, elle continue. Bon, donc effectivement, là, on peut pas... Après, il n'y a pas eu de catastrophe. Globalement, bah c'est juste il neigeait, donc si les pilotes roulaient, voilà, ça allait, il faisait juste très froid et c'est hallucinant. C'était donc possible. Bon. Encore une fois, il a géré, mais il a pris sa responsabilité et ça s'est bien passé. Oui. Donc voilà. Voilà, alors la seule différence, et si tu écoutes l'épisode donc, de cette semaine, le 100e épisode de l'Afterlap, je me permets de le dire, voilà, j'ai atteint ce chiffre symbolique de 100 avec Tristan Gomandi, on parle à 80% du Grand Prix de Belgique, mais je lui ai posé évidemment des questions à Tristan sur les 24 heures du Mans, puisqu'il y était, en P2 au sein de l'équipe du Ken. Bah lui, il dit quand même que sur le moment, tout le monde avait cru qu'on était parti pour un tour de formation, et c'est quand on revient dans les virages Porsche que la direction de course annonce qu'il y a un deuxième tour derrière le safety car au Mans. Et il dit, et ça évidemment, si on l'avait su, ça changeait pas mal de choses, parce qu'il y en a qui avaient pris des inters et d'autres qui avaient pris des full wet, et ça changeait beaucoup la donne au niveau de la gestion des pneumatiques. Donc, tu vois, la direction de course a aussi un peu attendu le dernier moment pour dire à tout le monde, bon, allez, on enchaîne avec un deuxième tour de formation. Mais peut-être une erreur, peut-être une erreur du coup de Freitas. Là, du coup, ça fait tomber tout ce que je dis depuis 5 minutes. Là, mais oui, effectivement, c'était très tardif. On a vu que la safety car allait éteindre ses feux et finalement non. C'était pas clair. En tout cas, la course était bien lancée, là, le chrono était parti. S'il avait fallu mettre un drapeau rouge au bout de 2 tours parce que c'était le déluge au Mans, on pouvait le faire, la course comme à Spa, ou au Nürburgring. La course, elle était partie, et puis bon, pendant un certain moment, ça pilote pas, ça arrivera un jour au Mans, c'est sûr. Oui. Voilà. Alors, tout ça pour dire que dès le départ, on a quand même eu une péripétie avec donc la Glickenhaus de Olivier Pla qui vient s'offrir la Toyota de Buemi. Ah, c'est vrai que là, je me suis dit, oh là là, ça commence fort. Et déjà qu'on avait parié que les hypercars pourraient pas tout être à l'arrivée. Là, je me suis dit, bon, finalement, tout le monde s'en sort très bien. Car maintenant, tout le monde le sait, les hypercars ont tenu. Hein. Dis donc, on n'aurait pas cru. Hein. Et je présente toutes mes excuses à monsieur Glenn Glickenhaus, puisque effectivement, les voitures sont à l'arrivée. Avec un phare en moins pour la 708. Mais non, sérieusement, très, très, très surpris du niveau de l'Alpine. Un peu moins, puisque finalement c'est une rébellion évoluée, enfin une P2 évoluée, mais en termes de fiabilité. Mais vraiment, ce qui a été proposé en tête par les Glickenhaus, on pensait que ça pouvait faire l'illusion pendant 2-3 heures en disant bon, ils vont tout donner pour faire semblant, et non, vraiment non. Des soucis malgré tout de jeunesse pour ces voitures, mais globalement une course plutôt calme en hypercar. Moi j'ai trouvé que la course était fluide. Bon, à part la voiture de Buemi qui s'arrête sur la piste parce que suite au contact, visiblement il y avait des soucis de capteur, enfin ça a été compliqué pour cette Toyota. Hormis la 8 qui a galéré, franchement une course honorable de la part des hypercars, et ça donne envie à d'autres de venir. On a vu que Cadillac avait annoncé du coup qu'ils allaient rejoindre aussi le LMDH, l'hypercar. Donc est-ce que c'est la nouvelle discipline en vogue? En tout cas, c'était un lancement réussi et c'est pas toujours été le cas en wake. Oui. Donc effectivement, bravo aux Glickenhaus qui ont tenu bon, et personne n'avait pensé que les deux seraient à l'arrivée. Alpine pouvait espérer peut-être mieux avec un côté vraiment outsider, et finalement ils doivent se contenter de la 3e marche du podium, mais compte tenu des circonstances, finalement ils ne pouvaient pas faire mieux, ça c'est évident. Maintenant on sait quand même que Toyota en interne, ça n'a pas dû être simple, parce que les problèmes t'as vu, de carburant, de remplissage du réservoir, de gestion, tout ça, il y a quand même des maladies. Buemi a témoigné, à un moment donné, il devait appuyer sur 3 boutons en même temps. On a vu 2 fois les voitures arrêtées pour faire des sortes de resets. On les a vu faire des arrêts au stand répétés, et c'était manifestement pas normal. Je pense que effectivement la victoire est belle à savourer, mais sur le moment, il y a dû encore y avoir des sueurs froides. Oui, alors c'était difficile pour Toyota de se dire que avant il fallait pas avoir de problème pour se battre face aux autres équipes, que ce soit Audi ou Porsche. Maintenant, il faut plus avoir de soucis parce qu'il n'y a pas d'adversaire. Donc, il faut réussir à montrer qu'on sait gérer, ne pas entre guillemets s'en mêler les pinceaux et trébucher tout seul comme un grand. Donc oui, ça a été une année qui, je pense, n'a pas été de tout repos pour les ingénieurs du côté de chez Toyota. Maintenant, voilà, c'est une nouvelle voiture, c'est une nouvelle catégorie. Quand bien même ils ont l'expérience avec leur relance qui était bien meilleure avec leur système 4 roues, etc. par rapport aux Glickenhaus et aux Alpines. Ils avaient une gestion qui était différente, mais qui leur est propre maintenant à eux de faire évoluer cette voiture qui
quand bien même il y avait 2 voitures au départ, sont toutes les 2 à l'arrivée, même si ça a été compliqué. Maintenant, si en face, dans 2 ans, tu as BMW, Audi, Porsche et Peugeot et Ferrari, tous les autres, Ferrari, Peugeot, Ferrari, oui. je pense que là, Toyota ne pourra pas se permettre de faire 3 resets en piste pendant les 24 heures. On est d'accord. Maintenant, ils auront 3 années d'expérience en Tout à hypercar, là où les autres, ce sera un peu plus jeune, ça c'est sûr. Et je me demande, c'est la question que je posais à Jean-Philippe Doré, mon consultant endurance, dans l'épisode de l'Afterlap spécial 24 heures du Mans. Est-ce que Toyota, mine de rien, n'est pas parti pour une série à la Porsche, à la Audi, avec effectivement un cycle qui fait que Toyota va gagner 6-7 fois de suite Le Mans, parce que là, ils capitalisent. Mine de rien, Dieu sait qu'ils ont eu des problèmes dans le passé, mais là, on en est quand même à 4 victoires consécutives, donc là, ça commence à se poser dans l'histoire même des 24 heures. Donc à surveiller. Je crois qu'on est tous d'accord pour être content de la victoire de la 7. Hein, voilà, fallait bien que ça arrive quand même une fois, c'est cette année. Moi, Kobayashi n'était pas sur la 8, du coup, il fallait bien que la 7 gagne. Kobayashi, mine de rien, encore Poleman, 4e fois de suite, avec un temps canon encore, un 3,23, on l'aurait pas prédit, hein, ça aussi. Il est bon ce pilote. Ouais. Et il est plus qu'à une pole du record de Jackie X, hein, mine de rien. Donc, tout à fait. Tout à fait. Voilà. On verra. Sans doute pourra-t-il aller la chercher. Toyota lui laissera ça peut-être l'année prochaine. Ce serait mérité. Parce que sincèrement, j'ai toujours adoré Kobayashi, qui est un gars sympa, qui a très vite réussi, malgré son coup de pied aux fesses pour quitter la F1. Il n'avait pas vraiment décidé, hein, mais vraiment se retrouver là et fonctionner comme ça, c'est mérité. Et c'est vrai qu'en termes de pilotes japonais dans les grandes équipes, il n'y en a pas eu énormément dans l'histoire qui ont vraiment bien fonctionné. Donc le fait qu'il puisse inscrire un peu une partie de l'histoire du Mans avec une marque japonaise, c'est très bien pour un garçon comme lui. J'ai beaucoup plus d'admiration pour lui et même pour Conway que pour parfois Lopez, qui a juste pour moi fait ses relais et qui est un peu moins exceptionnel. Mais bon, voilà, j'ai toujours eu du mal avec Lopez, quand bien même il vient du sim racing et à l'époque, avant d'arriver chez Citroën et de la Coupe Argentine de tourisme. Non, j'ai un peu moins d'affinité avec lui, donc voilà. Après, c'est une victoire d'équipe, c'est ça aussi Le Mans, faut pas l'oublier. Ouais. C'est vrai que voilà, Kobayashi sur un tour, il est juste magistral. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, on avait tous... Alors tu as présenté tes excuses par rapport à Monsieur Glickenhaus. Oui. Moi je présente mes excuses, mais comme tous les parieurs, sur le fait qu'on avait tous imaginé qu'une P2 allait être sur le podium au général. Et ben non, les P2 doivent se contenter de leur classement à eux, si j'ose dire, ou à elles. Alors, comment as-tu vécu, parce que là il y avait une histoire belge extraordinaire qui était en train de s'écrire, ce doublé WRT, et honnêtement, extraordinaire. Le début de saison qu'ils nous font là en wake, de toute façon, on avait bien compris que la structure de Vincent Voss était top et avait tout de suite bien pris le virage de l'endurance à ce niveau-là. Là, de là à imaginer un doublé en P2, non, ça je l'imaginais pas. Je pensais qu'évidemment, comme tout le monde, Jota, G-Drive, United arriveraient à se mêler un peu plus à la bataille, mais les conditions météo, là, faut le dire, ont vraiment joué. Là, la deuxième averse de fin d'après-midi a été fatale à beaucoup de monde. Et donc, on se dirigeait vers un sensationnel doublé. Alors, tu es toi qui es belge et qui connais bien cette équipe, es-tu content de la victoire ou déçu que le drame ait eu lieu dans le dernier tour pour la voiture qui était en tête de la catégorie? Ce dernier tour a été très tendu, effectivement. Alors, j'ai pas grand amour pour WRT parce que voilà, ils ont été longtemps, et ils sont toujours d'ailleurs une équipe qui travaille avec Audi en tant que customer team en GT3. Ils ont gagné maintes et maintes 24 heures de Spa et titres en GT. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec Brandsatch. WRT qui a montré que toute son expérience acquise avec l'endurance en GT pouvait se traduire avec du LMP2, avec des pilotes qui viennent de tout horizon. T'as du Kubica, t'as du Robin Frenz, t'as du Vincent Asbourg, pardon. T'as quand même des pilotes qui viennent d'un peu partout, et c'est homogène, et ça marche bien, et c'est rapide, et c'est fiable. Et effectivement, tu l'as dit, Vincent Voss, qui est un des plus grands pilotes belges de GT de l'histoire et d'endurance, avec Pierre Dieudonné, avec aussi Thierry Tassin, ils ont quand même réussi à faire une équipe qui est une référence en sport automobile belge, qui est la plus grosse équipe d'endurance aujourd'hui en Belgique. Et oui, voilà, ce doublé était assez exceptionnel. Bon, maintenant, la fiabilité dans le dernier tour pour la deuxième Oreca, c'était difficile à avaler, de la voir ralentir et quasiment s'arrêter et de perdre la tête. Heureusement, ils avaient une roue de secours avec Frenz. Voilà. Qui a pu sauver la mise. Le doublé aurait été mérité parce que ça a été une domination. Ils n'ont laissé, comme tu l'as dit, aucune miette ni à G-Drive, ni à United, ni même à Jota. Alors que Jota, il y avait quand même mon ami Stoffel Van Dorn avec Sean Gelael qui roulait et qui faisait quand même une belle course. À un moment donné, je les ai vus, la 38 qui remontait. J'ai fait podium et tout. Jota est pas mal. Mais finalement, il n'en est rien. Il termine derrière. Enfin, il termine deuxième. Mais
Voilà. En tout Oui, cas, WRT n'aurait pas mérité ne pas remporter ces 24 heures du oui, Mans oui. après la démonstration qu'ils ont faite. Vraiment. Voilà, on va dire que l'essentiel est sauf, c'est bien une victoire Clairement. WRT. C'est sûr que le dernier tour est un peu C'est dur. ambivalent, comme on dit, voilà, entre la joie de la victoire et la déception de voir la voiture s'arrêter. C'est vrai que c'est vraiment très cruel. Mais on va dire, l'essentiel, c'est que WRT ait bien gagné, il le méritait. On a eu une super bataille jusqu'au drapeau à damier, et effectivement, Ouf, là jusqu'au aussi, drapeau, oui. Sous le oui, drapeau, je hein. suis pas sûr qu'on revoie notre cher ami officiel de l'ACO préposé à l'abaissement du drapeau à damier l'année prochaine. Je crois qu'effectivement ça servira là aussi de jurisprudence parce que On va le mettre à la passerelle, il va se pencher, bah ce oui, sera très bien. Parce que c'est là, ça. qu'est-ce qu'on a eu peur? Qu'est-ce que c'était chaud? Ah oui oui là on n'ose pas imaginer si c'est le carton quoi, mais oui là c'est passé à quelques centimètres. Hein. Donc à ne pas refaire. En GTE Pro, bon, on savait que le plateau était hélas très peu nombreux, Ouais. mais qu'il y avait une belle bataille. Cela étant, moi j'ai été surpris Oui. de la performance des Corvettes, hein, comme toi j'imagine, qu'on imaginait un peu en mode troisième force du plateau Eh et ben non. qui d'emblée a su se mêler à la bataille. Voilà. Mais c'est Après, Ferrari qui gagne et c'est pas illogique. mais Ferrari qui s'impose avec quand même une équipe qui est assez exceptionnelle. Encore ce fameux Alessandro Pierguidi qui était à deux doigts de gagner les 24 heures de Spa aussi il y a quelques semaines hein, avec la 488. Ferrari en pro, ils ont vraiment, avec James Calado et comme les Dogard, le français du coup, parce qu'il y a une victoire Oui, française quasiment oui. dans toutes les catégories. Euh, c'est vraiment une domination de Ferrari qui est méritée cette année. Et enfin, domination, on s'entend, tu as parlé de Corvette et Porsche, mais globalement, c'est la seule équipe usine à fond, de chez à fond dans l'affaire. Quand tu vois que bon. Des pilotes qui étaient peut-être un peu moins aimés ou moins mis en avant reviennent un peu sur le devant de la scène, ça fait du bien. Et puis on retrouve aussi toujours les mêmes devant qui se battent chez Corvette et chez Ferrari. Donc voilà, le line-up avec Pierre Guidi dans une voiture, c'est quasiment la garantie d'un podium parce que le garçon, il est quand même très très vite. Ouais, ouais, c'est ça. Et comme c'est le président de Candidat à Ferrari. l'hypercar pour moi. Hein, Oui, oui, tout à clairement. fait. C'est le président de Ferrari qui avait donné le départ officiellement de ses Tout 89e à fait. 24 heures du Mans. Bah, donc il est content, il gagne en GTE Pro, il gagne en GTE AM, Tout à fait. avec AF Corset, bah, quelle structure, Comme d'hab. effectivement super pro. Hein, voilà, Ils vont donc, s'occuper aussi du LMD, enfin de l'hypercar. Donc AF Corse, ouais, c'était à la base une équipe cliente, un préparateur pour Ferrari, hein, comme, comme chez Porsche, c'est Mante par exemple, ou c'est oui, voilà. des équipes qui sont entre guillemets liées non officiellement à l'usine. Oui, Mais qui- bon, AF Corse, depuis des années, ils engagent les Ferrari oui, officiels. ou même en P1, où le Yost Racing est l'exemple aussi concret Exactement, de ces avec le- structures tout à fait. hein, qui sont privées à la base, mais qui deviennent le bras armé, comme on dit, de programmes officiels. Et dans le cas de Yost, bah, tu sais que dans l'histoire du Mans, ils sont exceptionnels parce qu'ils sont Ah oui. le bras armé d'Audi, par exemple, dans les années 2000. Mais Yost en elle-même gagne 2 fois le Mans, 2 fois de suite avec la même voiture. C'est juste. 84-85, par exemple, c'est la même voiture qui gagne 2 années de suite au Mans. La même. C'est Il n'y a, exceptionnel, y a aucun changement. Bon, ça peut plus arriver. C'est Alors, exceptionnel. juste. Oui, oui. Si on se fait une petite prospective pour l'an prochain, moi j'ai envie de te dire, est-ce que tu es d'accord que bah, ça sera forcément une année de transition parce qu'on sait très bien que le grand rendez-vous c'est 2023. Ouais. Qu'on voudrait tous quand même que Peugeot soit là, parce que s'il n'y a pas Peugeot, bon, on a le sentiment qu'encore une fois, Toyota va se retrouver un petit peu Ouais. seul quand même, même si peut-être que les Glickenhaus auront encore progressé, qu'Alpine sera peut-être un peu Peut-être, mieux oui. encore, et qu'il y aura peut-être 2 voitures chez Alpine, voilà, bon. Mais on est tous à espérer que Peugeot soit là, que cette nouvelle ère des hypercars démarre encore un petit peu plus, quoi, hein, t'es d'accord? Oui, qu'on étoffe un peu ce plateau qui a l'air d'être fiable et une formule qui réussit. Les voitures sont plus petites, plus efficaces. Franchement, c'est plus sympa esthétiquement à voir aussi. En termes de proto, ça rappelle moi les fins des années 90 avec ces protos fermés. Je trouve qu'elles sont un peu plus jolies quand même que les P1 qu'on avait ces dernières années qui étaient des monstres. Et l'MP1 était monstrueuse. Donc voilà, pour l'intérêt de la compétition, est-ce que Peugeot sera au Mans plus tôt que prévu? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, moi je vois juste la fin de saison avec le double header à Bahreïn. Ça va encore être une démonstration de Toyota qui est très à l'aise là-bas. À voir. Mais bon, les Oui. années qui arrivent sont prospères. Peut-être un réajustement aussi du règlement d'ici 1 ou 2 ans hein, par rapport à l'expérience qu'on va avoir avec la CO. Donc voilà, ça n'annonce que du bon. Et quand on y repense, il y a 1 an, quand on a commencé Green White Checker, on se disait que le WEC était en train de mourir quasiment avec Aston qui partait, BMW, Ford, ça allait être catastrophique. Autre changement rapidement pour passer aussi du côté des GT, ça a été annoncé, plus de GTE, ce sera du GT3.
Ça aussi, ça GT3. va créer des différences de vitesse intéressantes et peut-être même des changements au niveau des équipes impliquées. Donc à surveiller. Oui, tout ça à fait, aussi. tu as raison, tu as raison. Et ben la transition, elle est toute trouvée pour que nous abaissions le drapeau à damier, non pas que ce soit fini, non, non, on va rester bien avec nous, c'est juste que c'est la dernière partie de Green White Checkered qui commence maintenant. Green White Checkered, c'est votre rendez-vous bimensuel, hein, Maxime Potard et moi-même. Alors Maxime Potard, vous le connaissez, hein, c'est Maxoul Pilote, avec sa chaîne YouTube bien connue. Moi, à mon modeste niveau, je me contente de faire l'Afterlap, le podcast du sport auto. Mais enfin bon, j'ai dépassé les 100 épisodes cette semaine, donc je suis un petit peu fier quand même. Et donc on se retrouve tous les 15 jours, Maxime, pour débriefer un peu de l'actu internationale, ce qui me permet moi de parler d'autres choses que je ne peux pas aborder dans l'Afterlap. Alors je te cache pas que ce week-end était bien rempli avec aussi un Grand Prix moto. Alors on n'en parle pas des deux roues dans notre émission, mais tu sais très bien que nous sommes à la veille pratiquement d'un événement historique en France avec le premier titre de champion du monde d'un pilote français. Là je vois pas comment il peut pas l'être. Voilà. Non. Et qu'est-ce que ce sera mérité, parce qu'il est honnêtement génial. Là, il est en train de... il est en train, lorsque personne ne croyait, je fais juste une petite parenthèse, il est en train de montrer que, oui, après Valentino Rossi, peut-être même après Marc Marquez, la vie continue et il y a des cracks qui naissent. Et des génies, parce qu'il est pas loin d'être génial en ce moment, hein. Il est bon sur tous les niveaux, il est le seul à faire bien piloter cette Yamaha, puis il va gagner à Silverstone. Non, il est en train de donner un sacré coup de jeune à la discipline et à montrer qu'effectivement, la relève, il y en aura toujours, quoi. Tout comme il y aura un jour une relève par rapport à Hamilton, par rapport à Schumacher, il y en a toujours eu. Bon, bref, fin de la parenthèse. Je vais dans quelques instants te parler de l'actu du Supercars, avec une nouvelle très importante qui est tombée il y a quelques heures à peine. Mais tout ça pour te dire que j'ai pas bien suivi ce qui s'est passé en GT3 à Brands Hatch. Donc tu vas tout nous dire, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un accident assez spectaculaire. Alors je l'ai vu, effectivement, avec 2-3 voitures qui étaient à la bataille, puis il y a une McLaren qui va carrément un peu à l'extérieur du circuit. C'est ça le problème, elle est sortie carrément de la piste, c'est ça que ça veut dire? Elle est allée dans les arbres? Elle nous a fait une Weber au Mans, quoi. Elle est partie au-delà du rail, on peut même pas dire des grillages parce qu'il n'y en avait pas. Alors je vous remets un peu le contexte. Ce week-end avait lieu la manche sprint du championnat du monde GT3, donc le Fanatec GT World Challenge Powered by Amazon, bref. Le blanc-pain pour les anciens, donc le GT3, voilà. Avec deux courses de 40 tours qui avaient pris place sur le circuit GP, donc de Brands Hatch, pas le court, hein, ça aurait été de la folie. Déjà que c'était limite. Un événement que j'apprécie beaucoup parce que chaque année on a des photos exceptionnelles, c'est très bataillé, et surtout, quand tu as 2 ou 3 GT3 sur un circuit comme Brands Hatch, c'est très serré. Donc pour doubler, etc., il faut être vraiment... Vraiment audacieux. Alors, une première course qui durait donc 1 heure, c'était plutôt calme parce que bon, les choses étaient très établies au niveau des qualifications, donc devant on retrouvait toujours les mêmes, donc WRT, AKSP, etc. etc. C'est finalement une victoire belge. Je vais d'abord parler du résultat de cette course, donc qui a duré 1 heure. C'est Charles Weerts et Vanthoor qui s'imposent. Alors c'est un nouveau titre, back-to-back, deuxième titre consécutif pour eux en blanc-pain sprint pour l'équipe WRT, évidemment, c'est une Audi R8, donc c'est toujours l'équipe WRT. Le Tok Sport WRT, qui n'est pas rien à voir avec une Mercedes, avec Lucas Stolz et Maro Engel, termine 2e, et Bird et Tomita 3e sur la 2e Audi de chez WRT, ce qui permet aussi à l'équipe de bien se placer pour le titre équipe en tout cas, pas constructeur, mais le titre équipe. Et à 5 minutes de l'arrivée, on a des retardataires, on a 3 voitures de front, une McLaren qui tente l'intérieur, celle du team Jota qui était pilotée par Ollie Wilkinson. Et ils arrivent juste avant le 3e partiel. Tu te souviens l'ancienne chicane de Dingledale, gauche-droite-gauche, qui était où les voitures sautaient là, qui a été supprimée pour des raisons de sécurité. Donc en gros, on remontait vers cette partie et le droit. Descente, oui. Voilà. Et dans la descente, ça se passe bien, sauf qu'au moment de tourner à droite, il y a la McLaren qui part à gauche parce que les 3 voitures, personne n'a lâché. La Ferrari se faisait prendre un tour, devait relâcher un petit peu. En tout cas, c'était très compliqué. Donc d'un côté, tu as Raffaele Marciello sur la Mercedes du Team AK. De l'autre côté, tu as la McLaren. Il y a une Ferrari entre les deux. Ça ne peut pas passer. C'est un crash monumental. La voiture est renvoyée donc à l'extérieur de la piste. Elle pulvérise le rail qui fait juste 3 rangées de haut. Passe au-dessus des pneus. Termine dans les arbres. Ouais. Ollie Wilkinson est vivant. Il n'y a pas de problème. Safety car, neutralisation évidemment. Maintenant, il y a 3 semaines, on a perdu 2 commissaires. Enfin, un commissaire est décédé et un a été grièvement blessé lors d'une course à Brands Hatch, avec une course amateur. C'était des petites vieilles voitures de tourisme, les anciennes série 3, Mondeo, des 406, tu sais, des vieilles voitures de tourisme de Super 2000. Là, on est quand même sur un événement de championnat du monde qui est organisé par SRO, qui rigole vraiment pas avec tout ça. Et pourtant, le circuit de Brands Hatch a été le théâtre ces dernières années de pas mal de graves accidents. Beaucoup de chance, souvent.
mais les commissaires passent pas loin quand même du drame. La question qu'on se pose, et la question que moi je veux te poser, c'est est-ce qu'il faut aujourd'hui remanier un circuit comme Brands Hatch et donc le dénaturer, ou faut-il revoir les grades FIA au point de ne plus faire venir une discipline comme le GT3, où les pilotes sont dans des voitures absolument incassables, avec des arceaux, du carbone et tout, et n'ont plus peur de rien, mais peuvent malheureusement faire de gros dégâts chez les autres. Oui, vaste débat. Je dirais que quand j'ai eu la chance, moi, d'aller à Brands Hatch une fois dans ma vie pour voir du DTM là-bas. Tu y as été, toi, déjà, une fois à Brands Hatch? J'aimerais beaucoup aller à Brands Hatch, surtout pour un truc qui s'appelle le BTCC. Mais, Oui, voilà, on est d'accord. disons que l'Angleterre, Bon. c'est un des objectifs, oui, mais c'est un beau circuit à la télé, donc Voilà. en vrai, ça doit être génial. Oui, parce que là où je veux en venir, c'est que quand en vrai on découvre, ne serait-ce que la première partie, la ligne droite des stands, la descente vertigineuse et la remontée, bah effectivement on n'en croit pas ses yeux. On n'imagine pas à quel point la pente est en dévers sur cette ligne droite des stands. Ah oui, non, je t'assure, on se rend Oui, pas ça compte à la descend, télé. ça descend, oui. C'est en dévers. Ouais. Et la descente, elle est vraiment vertigineuse. Et c'est vrai que on prend conscience en vrai que ce circuit, il est chaud, quoi. Pour pas dire dangereux, parce que c'est quand même un petit peu le sentiment que j'en ai eu, quoi. Et ce qui pose problème, et c'est dans la partie, on va dire, interne dans la forêt, la partie GP, quoi, bah, c'est que c'est très étroit, quoi. Et c'est vrai que ces pistes, mais même c'est le cas de ces circuits des années 60, enfin qui ont été à l'honneur des années 60, Zandvoort, Suzuka, bah, à l'époque, ou Zolder, tiens, la première fois que j'ai assisté à un Grand Prix, c'est Zolder. Bah, ce sont des pistes qui sont pas assez larges maintenant. Alors, faut pas tomber dans l'excès inverse, comme à Sepang, en Malaisie, où là c'est grotesque, ou en Chine, où même une F1 est noyée sur la piste, et que ça fait vraiment Mickey par rapport à une piste qui est beaucoup trop large. Mais c'est vrai que là, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Alors la plupart des circuits, il n'y a pas de problème. Même Spa, il n'y a pas de problème. Le Paul Ricard, voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que Brands Hatch, ça semble pas adapté au sport automobile moderne. Ça, c'est vrai qu'il faut bien le constater. Eh oui, c'est ça. Et moi, je ne compte plus le nombre de commentaires que j'ai pu faire sur Motors TV sur le championnat British GT, qui était un championnat génial, qui est peut-être toujours un championnat génial, mais pardonnez-moi, je le suis moins maintenant que je n'ai plus à le commenter. Nous, on l'avait régulièrement sur Motors TV chaque année, des courses fabuleuses, mais je dois avouer que même dans ces années donc 2000, chaque année, il y avait un accident un peu qui nous faisait tous frémir à Brands Hatch en British GT, parce qu'effectivement, à un moment donné, quand tu vois des grosses Mercedes GT, bah ça, c'est vrai que, parce que je parle des Mercedes parce qu'elles donnent l'impression d'être vraiment un peu plus pataudes que les autres, voilà. Bah c'est vrai qu'on se dit que ça passe pas, quoi. Donc là, c'est pas passé. Voilà, donc les pilotes sont bien là pour se battre, ils sont bien là pour ne pas se faire doubler, sont bien là pour ne pas perdre de place et donner tout ce qu'on veut. Ce sont des pros, ce sont des gens qui, depuis leur plus jeune âge, sont habitués à se battre et à résister et à attaquer. Mais c'est vrai que là, Brands Hatch, mais je vois pas comment là on peut... Autant tout le débat, on aurait pu l'avoir tout à l'heure en début d'émission, Maxime, sur le raidillon. Faut-il changer le raidillon? Et le raidillon va-t-il changer? Moi, je crains, peut-être lapsus révélateur, je crois que oui. Et qu'ils vont aussi le changer, ils vont faire quelque chose. Bon, Tristan Gomandi dans l'Afterlap nous parle d'une bosse au pied du raidillon que personne ne soupçonne, mais lui, il le pratique, le Spa, depuis plus de 20 ans. Il dit, le circuit s'est dégradé, je peux témoigner, il y a une bosse en bas du raidillon qu'on sent maintenant, qu'on ne sentait pas avant, et qui n'arrange rien. Bon, alors est-ce qu'on doit resurfacer? Est-ce qu'on doit faire encore des dégagements? Bon, je pense quand même qu'on va faire quelque chose au niveau du raidillon. Brands Hatch, je vois pas. Je vois pas comment, dans cette forêt, avec une piste où c'est assez étroit, façon stade de football à l'anglaise, hein, tu sais, les tribunes où les rails sont juste à côté de la piste, là je vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Mais c'est vrai que c'est un circuit à la fois légendaire, génial, et puis en même temps un peu limite. Oui, maintenant c'est un peu le constat qu'on est obligé de faire. Bah, le bilan que j'ai un petit peu dans cette émission, parce que ça fait 1 heure qu'on se parle, je suis en train de me dire que finalement, est-ce qu'on n'est pas revenu à l'époque... Alors le comparatif est très bizarre, mais tu te souviens dans les années 50, évidemment, le dramatique accident des 24 heures du Mans en 55. À l'époque, on disait les voitures allaient trop vite pour les infrastructures qui dataient parfois des années 30, des années 20. Est-ce qu'on n'est pas dans une phase où justement le sport automobile a évolué dans un sens particulier? Est-ce que voilà, les voitures, l'aéro, etc., et que les circuits, encore une fois, ne sont plus adaptés, et aujourd'hui il ne faut plus travailler sur le halo, les câbles de retenue, les combinaisons anti-incendie, etc., mais juste sur ce qu'il y a autour, et revoir, un peu comme la NASCAR avec les Tech Pro, de nouvelles technologies ou les safer walls qui pourraient amener justement à moderniser, à sécuriser l'environnement des pilotes au-delà des voitures qui aujourd'hui sont pas infaillibles, bien sûr,
mais qui ont bien plus vite évolué que certains circuits. Alors, Oui, oui, non, mais voilà, bien le sûr. débat Bien est sûr. là. Bon, 55, tu sais que la situation, elle est vraiment particulière par rapport au fait qu'à l'époque, et c'est la dernière année, bien sûr, que ça a été le cas, les pilotes s'arrêtent au stand, sur la ligne droite des Ah oui, stands. 9 mètres de large. Ouais, Oui, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que ça a dû être fou. il faut imaginer qu'à Spa, sur la ligne droite de départ, on va s'arrêter au stand sur le côté droit, mais qu'il n'y a pas de délimitation entre la piste Ouais. et les stands. C'est-à-dire que les voitures passent à côté à fond, continuant leur tour, mais ceux qui doivent s'arrêter au stand s'arrêtent au stand à côté, et il n'y a que 1 mètre de différence peut-être entre une voiture arrêtée C'était sur le le bas cas de la partout. piste. Monaco, Kyalami, Mm. Brandzach, c'était des circuits où justement il n'y avait pas de, il y a pas eu Il n'y a pas de pit rail, lane, comme on séparation. dit. Oui, oui, Voilà. c'est ça. Donc, C'est bon. vrai que ça semble incroyable. Comment ne pas imaginer qu'une voiture va pas un jour partir en tête à queue et va venir fracasser tout le monde sur une voiture arrêtée. Bon, là, il y a eu une conjonction 55, on le sait tous, entre Oui. cette configuration des stands qui n'est pas délimitée, si j'ose dire, et le fait qu'une voiture, effectivement, double au dernier moment et se rabat, celle d'Offense, pour ne pas la citer, et donc, ce qui fait qu'il y a une réaction en chaîne, et ça aboutit à un carambolage, et ça aboutit à une Mercedes qui décolle, celle de Pierre Levègue, et qui va dans la foule, et qui tue plus de 80 personnes, et on rappelle tous, car c'était bien une autre époque, que la course n'est pas arrêtée. Tout à fait. Oui, parce qu'il y a plus de 300 000 personnes aux abords du circuit et Oui, qu'on voit c'est mal ça. Voilà. les services d'urgence passer. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais voilà, juste Non. pour cette petite fenêtre de discussion qui était plutôt intéressante, merci. Je conclurai avec les résultats de la deuxième course qui a eu lieu plus tard le lendemain, Oui. donc avec cette fois-ci une victoire du Talk Sport. C'est enfin Stolz et Engel qui se sont imposés devant Wertz et Vanthoor. On a donc inversé, puisqu'il y a eu une pénalité. Hein. C'est pour ça que Wertz a gagné la première course. Il y a une pénalité pour Marcello et Bogulavski, pardon, j'oublie toujours son nom, suite à l'accrochage avec Wilkinson. Voilà pourquoi c'est Wertz qui a été promu vainqueur de la première course. La deuxième, donc c'est Stolz et Engel qui s'imposent. Pour info, il reste encore 3 manches sur les 10. Il y aura une course au Nürburgring, enfin 3 manches, 3 week-ends bien sûr. Il y aura le Nürburgring, c'est ce week-end, le 3 au 5 septembre. Fin du mois, il y a Valencia. Et la conclusion est à Barcelone. Ce sera le 9 et 10 octobre, si j'ai bonne mémoire. Voilà pour le bilan de ce qui s'est passé en GT et surtout ce crash qui a fait des émules sur les réseaux sociaux. Eh ben on va conclure, si tu veux bien, avec notre petite page Supercars, Oui, bien qui me sûr. tient toujours à cœur, surtout que là, il y a quand même une belle nouvelle. Donc voilà, vous ne pourrez pas dire, chers amis, qu'on n'a pas été complet cette semaine. Donc ça y est, on connaît celui qui va succéder à Jamie Whincup au sein de cette équipe Triple Eight Red Bull. Ça y est. Donc c'était le siège le plus convoité, évidemment, de tous, qui pour succéder à un septuple champion de la discipline, alors peut-être même pourrait-il être un octuple, mais enfin bon, là je vois mal Van Gisbergen être battu cette année. Il reste 4 meetings, je vais en parler dans quelques instants, mais on sait que donc Jamie Whincup s'arrêtera à la fin de l'année et deviendra directement le team principal de l'équipe. Roland Dane, le grand patron emblématique, prenant un petit peu de recul et étant juste un peu plus dans les coulisses, mais laissant donc Whincup au premier plan de la gestion, on va dire, de l'équipe sportivement parlant. Donc, ces derniers temps, on avait quand même compris que non, on n'irait pas chercher une star, entre guillemets, qui aurait pu être Earl Bamber, double vainqueur du Mans, et qui pouvait présenter un profil intéressant au niveau de la notoriété, au niveau du package général. Et Roland Dane avait dit que ce serait la jeunesse qui primerait par rapport à un programme un peu Red Bull, si tu vois ce que je veux dire, dans l'esprit. Bon, bah à partir de là, on avait compris qu'on allait donc promouvoir le pilote qui est actuellement en Super 2, la deuxième division, le pilote maison, et donc c'est bien Brock Finney qui sera le remplaçant de Jamie Whincup. Finney, F-E-E-N-E-Y, 18 ans seulement. Donc là, effectivement, on joue à fond la carte de la jeunesse et on joue à fond la carte interne. Donc, effectivement, ça pourrait être assimilé à une sorte d'école Red Bull, hein, tu vois, comme on peut connaître un peu plus en Europe, où effectivement, bah, on va promouvoir la petite merveille maison. Et effectivement, en Australie, bah, je ne te cache pas que déjà, on fleurit les comparaisons avec Verstappen. Voilà. Ouais. Brock Finney est le Verstappen du Supercars, 18 ans, et promu dans l'équipe principale. Et aux côtés de Van Gisbergen et en remplacement d'une légende comme Jamie Whincup. Donc, on va voir évidemment ce que ça donne. Ça a l'air d'être une petite merveille, effectivement. Brock Finney, il a gravi tous les échelons. Il a gagné le Super 3 il y a 2 ans, donc la 3e division. Là, cette année en Super 2, il y a eu 3 meetings pour l'instant, parce que le calendrier est bouleversé. Là aussi, je vais te dire dans quelques instants où on en est. Donc, sur ces 3 meetings, 2 courses à chaque fois, ça fait 6 courses. Il en a gagné 4 sur 6. Il est largement en tête du Super 2, donc il va être champion Super 2. Il a l'an dernier fait Bathurst avec James Courtney en mode vraiment première participation pour voir. Il n'a pas été ridicule. Et cette année, on sait qu'il va faire Bathurst avec une wild card.
chez Triple Eight avec Russell Ingall. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait être son père, voire son grand-père. Bon, bah, c'est un petit jeune qui vient de la Gold Coast, hein, tu sais, c'est cette région dans l'état de Queensland, qui est connue pour, évidemment, la Surfers Paradise. Et donc, bah, c'est une ascension météorique avec, effectivement, un destin qui est peut-être en train de s'écrire. 18 ans, le v'là, en remplacement de Jimmy Whincup. C'est vrai qu'on ne l'aurait pas forcément cru il y a encore quelques mois, mais depuis quelques temps, bah, l'évidence s'imposait, ils allaient jouer la carte maison, la carte progression en interne, et avec un équilibre qui va être bien, tu vois ce que je veux dire, Van Gisbergen en patron de l'équipe, la référence absolue, et un petit jeune à qui on ne demande pas tout de suite d'aller battre Van Gisbergen, effectivement, et de prendre ses marques, et à 18 ans, il a le temps. Tu penses qu'il peut tenir la... Ah, je pense qu'il va devoir tenir le coup quand même, parce que c'est quand même une promotion qui n'est pas anodine, avec l'équipe la plus huppée du Supercars, avec un sponsor évidemment international qui veut quand même se montrer. Non, c'est pas pour qu'il y ait qu'une voiture dans l'équipe, tu vois ce que je veux dire, hein. En face, il y a DJR qui a 2 voitures solides, il y a Tickford qui va en avoir 4 l'année prochaine. Non, c'est bien pour être au niveau. Maintenant... Voilà, on va peut-être lui demander d'abord des top 10, puis des top 5, et puis on verra pour les premières victoires. Mais voilà. Donc Brock Finney, un nom à retenir. Et au niveau du calendrier, bah donc la saga continue. Hein, chaque fois je t'en parle, mais c'est vrai que bon. Donc il n'y a plus que 4 meetings au programme théoriquement. Il y a Winton, il y a Phillip Island, il y a Sydney Motorsport Park, et il y a Bathurst pour conclure, avec une option sur Gold Coast quand même pour faire une épreuve. Donc je dis 4 ou 5. Et donc je t'avais parlé la dernière fois qu'il y avait un micmac avec une date en novembre pour Bathurst, qui finalement avait obtenu confirmation que ça pouvait se faire début novembre. Mais comme donc 2 États se sont reconfinés, New South Wales et Victoria, et qu'il y a une crise politique actuellement parce que tous les autres États accusant ces 2 États de mal gérer la crise du coronavirus. Tiens, on dit plus ça, on dit plutôt le Covid maintenant, hein, mais enfin bon, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et que comme donc c'est un pays, je le rappelle une dernière fois, où lorsqu'il y a un cas, c'est un drame absolu, on reconfine. Tout ça pour dire qu'on parle maintenant d'un nouveau report de Bathurst à début décembre pour conclure l'année. En beauté, tu vois, ce serait ça l'idée, avec l'annulation de la manche de Surfers Paradise, du coup, qui n'aurait pas lieu. Et avec déjà une quasi-certitude que la plupart des équipes qui sont dans ces deux états vont devoir faire comme l'an dernier, c'est partir de leur base et passer peut-être 2 mois à l'extérieur, dans des hôtels, dans des zones un peu, tu vois, de quarantaine, et ne reviendront pas chez eux peut-être avant Noël, quoi. C'est fou. Situation de fou. Ouais, c'est dingue, quoi. C'est vrai que là, l'Europe a su... faire avec, hein. Maintenant on est tous pareils, il y a un taux de vaccination dans à peu près tous les pays, je sais qu'en Belgique vous êtes très bien aussi, il y a les 3/4 de la population vaccinée. Bon on y va, Spa il y a des spectateurs, au Castellet il y avait des spectateurs. Spa il n'y avait pas un masque, hein. Pardon, hein. Je veux pas ouvrir le débat, mais Spa il y avait, je te jure, il y avait peut-être 20 masques sur les 2 jours, c'était hallucinant. Hallucinant. Voilà pour la parenthèse, mais voilà, c'est la preuve qu'on fait les efforts et que les gens peuvent vivre. Voilà, avec des mesures qui nourrissent le débat. Bah oui, il y a passe sanitaire en ce moment, il y a obligation d'être vacciné pour certains trucs ou de présenter un test. Ça dépasse un peu. Ça dépasse un peu notre sport auto, mais c'est bien la preuve qu'on peut profiter de notre passion, même si. Oui, c'est ça. Voilà. En Australie et en Nouvelle-Zélande, tu le sais, non, il faut 0 Covid. Donc effectivement, ils ne s'en sortent pas de cette spirale qui ne peut, je vois pas comment, qui peut se résoudre comme ça, c'est pas possible. Donc ils sont encore en pleine gamberge pour la fin de saison. Mais au moins, on sait que donc Jimmy Whincup sera remplacé par Brock Finney. Et voilà pourquoi on voulait vous en parler aujourd'hui. Bon, dis donc, je pensais qu'on ferait court et finalement on a été assez bavard, non ? On a dépassé 1 heure là, facilement, non ? Comme à chaque fois, hein, dès qu'on se dit on va faire ça, on va faire clair, on a plein de choses à se dire, du coup on se prend une bonne heure et voilà, on y est. Mais bon, c'est le quota, hein, vous savez, à Green White Checker, de la bonne heure de discussion, de débat, elle est là. Surtout pour vous qui nous écoutez en version audio parfois pendant un trajet ou ailleurs. C'est un beau morceau, mais bon, sur une pause repas le midi, ça fait l'affaire. Voilà, toujours disponible sur les télévisions connectées Samsung via la chaîne Motor Racing TV, les mobiles Huawei, sur les chaînes YouTube respectives. Donc cette semaine c'est sur l'Afterlab, mais évidemment vous pouvez la retrouver en playlist sur Maxoul Pilote et inversement une fois sur 2. Donc c'était la saison 2, l'épisode 2. Nous sommes bien repartis pour une nouvelle saison dans Green White Checkered et on en est bien content et on est toujours aussi content de se retrouver, Maxime et moi, pour discuter comme ça de manière à la fois détendue mais professionnelle, on l'espère. On essaye. Et merci pour tous vos commentaires qui vont dans ce sens par rapport à l'actualité du sport automobile. Maxime, je te souhaite de bien te porter, de bien vivre les 2 week-ends à venir.
Bah écoute, on se retrouvera après Zandvoort, après la marée orange, et on fera le bilan de cette phase et plein d'autres choses encore Alors, à vrai dire, on se retrouve dans 15 jours après la après marée Monza. orange de Zandvoort et la marée rouge de Monza, C'est on va ça. dire ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et on parlera Et- peut-être un peu de BTCC parce qu'il y a eu quelques courses, on n'a pas fait de points depuis quelques temps, donc moi je Oui, m'attellerai très à bien. vous parler un petit peu de la situation avec les duels en tête entre Sutton et ses petits camarades. Super. Voilà. Allez, on vous laisse là. Merci vraiment beaucoup de votre fidélité et de votre soutien, Maxime. À bientôt. Et chers amis, vive le sport auto. Salut à tous. Salut!